Je savais que quelque chose clochait quand le serveur m'a demandé si les autres allaient arriver en retard. J'ai souri par réflexe, poliment, et j'ai répondu. Ils sont en route. Ils ne l'étaient pas. J'avais réservé la table une semaine plus tôt. 6 places, une pour chaque personne que je pensais vouloir fêter avec moi, ma mère, mon frère Tyler, ma cousine Nathalie, l'oncle Jacques, et Cam, mon meilleur ami de la fac. Et moi. Mais apparemment, j'étais la seule à m'être présentée. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Je n'étais même pas triste, juste embarrassée. J'étais assise là, dans une banquette tranquille près de la fenêtre, habillée mieux que d'habitude. J'avais même mis des talons, que je détestais. Toutes les quelques secondes, je regardais la porte, à moitié dans l'espoir que quelqu'un fasse irruption avec un sourire et des excuses. Mais la seule chose qui arriva, ce fut le serveur, encore une fois, me demandant si j'étais prête à commander. J'ai demandé la carte des vins et j'ai choisi quelque chose que je n'avais pas bu depuis des années. À mesure que les minutes passaient, j'essayais de rester calme, de faire comme si de rien n'était. J'ai fait défiler mes emails, ouvert Instagram, répondu à quelques messages sur Slack pour le travail, n'importe quoi pour ne pas ressembler à la femme que sa propre famille venait de poser un lapin. Peut-être qu'ils étaient simplement en retard. Peut-être qu'il y avait des embouteillages. Peut-être que... Ping. Une notification s'est affichée sur mon écran. Un message de ma mère. Je l'ai ouvert, m'attendant à des excuses ou, au minimum, un non arrive bientôt. Mais ce que j'ai lu, c'était... Tu n'es pas exactement une priorité en ce moment. On se verra bientôt. Profite de ton dîner. Je l'ai relu. Puis encore. Comme si, à force de fixer les mots, ils allaient se réarranger en quelque chose de moins cruel. Mais non. C'était ça. C'était le message. Pas de désolé. Pas de félicitations. Juste une mise à l'écart déguisée en fausse gentillesse. J'ai regardé autour de moi. Le restaurant bourdonnait doucement du rire des autres, du tintement des verres, des chansons d'anniversaire et moi. J'étais là, avec mon verre de vin, mon silence, et 6 chaises vides. Je ne le réalisais pas encore, mais ce message n'était pas juste un SMS. C'était la confirmation finale de quelque chose que j'ignorais depuis des années. Je n'avais jamais vraiment fait partie de la fête. J'étais juste celle qui était censée la financer. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi sans même allumer la lumière. Je me suis assise au bord de mon lit, encore en talons, le téléphone à la main, fixant ce message comme on regarde une photo d'un moment qu'on ne veut pas se souvenir, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de contempler. Tu n'es pas exactement une priorité en ce moment. Ça résonnait. Et soudain, tout le reste aussi. Tous ces petits moments que j'avais mis de côté, c'est comme ça, une famille. Tous les anniversaires qu'ils ont oubliés. La fois où j'ai payé le loyer de Nathalie, juste pour un mois, et où je n'ai jamais eu de merci, encore moins un remboursement. Les nuits où Tyler appelait à 1h du matin, paniqué, parce que sa 3e start-up avait encore échoué. Je n'étais pas simplement négligée. On me vidait. Après la mort de notre père, tout s'est effondré lentement, comme un toit qui fuit goutte à goutte. Au début, ça ne me dérangeait pas d'aider. J'avais un bon job dans le marketing, je gagnais correctement ma vie, et je me suis dit, pourquoi pas? Je suis célibataire, pas d'enfant. C'est ce qu'on fait pour sa famille, non? Puis c'est devenu mensuel. Puis attendu. Puis exigé. J'ai payé l'hypothèque de la maison où je n'avais pas vécu depuis mes 22 ans. Pas tout d'un coup, petit à petit, jusqu'à ce que je réalise que je couvrais quasiment tous les paiements. J'ai pris en charge les factures quand maman a perdu son 2e emploi. J'ai acheté une voiture d'occasion à Tyler quand il a accidenté la première. J'ai même payé le traiteur du dernier dîner de Thanksgiving où personne ne m'a demandé comment j'allais. Ils étaient trop occupés à s'enthousiasmer pour la nouvelle idée de business de Tyler. Une de plus. Tu es tellement douée pour gérer les choses, disait maman, avec ce ton doux et apaisant qu'elle prend. Tout le monde n'est pas comme toi, ma chérie. Et je l'ai cru. J'ai cru que parce que j'étais capable, je leur devais ça. Que parce que je pouvais encaisser, je devais encaisser. Je me suis raconté que je construisais quelque chose de la stabilité, de la sécurité, une version plus forte de notre famille. Mais la vérité? Eux, ils construisaient leur confort. Et c'était moi qui payais la note. Le pire dans tout ça, c'est que je ne m'étais même pas rendu compte que je disparaissais peu à peu. Pas avant de lever les yeux sur cette table vide et de voir 6 chaises toutes réservées à des gens qui ne pensaient pas que je valais la peine qu'on se déplace pour moi. Et tu sais ce qui fait encore plus mal que d'être oublié? Être utilisé. Puis oublié.
Quelques mois avant ce dîner, Tyler m'avait demandé de l'aider pour un acompte. Il était vague, disait que c'était pour un projet, promettait de me rembourser d'ici la fin du mois. J'ai viré $2000 sans poser de questions. J'ai découvert plus tard par Nathalie, évidemment, qu'il les avait utilisés pour acheter une moto. Quand j'en ai parlé à maman, elle a simplement haussé les épaules. Il fait quelque chose pour lui, a-t-elle dit. Ce n'est pas comme s'il avait quelqu'un d'autre pour veiller sur lui. Je l'ai regardé. Et moi? Qui a veillé sur moi? Elle n'a pas répondu. Elle s'est contentée de me tapoter la main, comme si j'exagérais. Et tu aides toujours. C'est dans ta nature. Peut-être bien. Peut-être que j'ai été élevée comme ça. Façonnée comme ça. La fille sur qui on peut compter. Celle qui répare tout. Celle qui ne demande jamais rien parce que tout le monde part du principe qu'elle a déjà tout. Mais ce soir-là, assise dans le noir, mes chaussures encore aux pieds, l'écran de mon téléphone brûlant dans ma paume, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû voir depuis longtemps. Être celle qui est forte ne veut pas dire qu'on est plus aimé. Ça veut juste dire qu'il pense que tu peux encaisser davantage. Et pendant 5 ans, je l'avais fait. Ils appelaient ça de la générosité. Moi, j'appelais ça une obligation. Mais après ce dîner, j'ai enfin commencé à l'appeler pour ce que c'était vraiment. Une dette. Pas seulement financière, émotionnelle. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, ce soir-là, à faire défiler d'anciens virements bancaires, des textos, des photos de famille en essayant de trouver le moment où je suis devenue invisible. Peut-être que ça avait toujours été le cas. Peut-être que je n'avais simplement pas voulu l'admettre. Mon téléphone a vibré de nouveau. J'ai hésité. Une part de moi espérait encore que quelqu'un tendrait la main. Désolé, on a merdé, où tu vas bien? Ce n'était pas ça. C'était une photo envoyée par Nathalie. L'image a mis une seconde à se charger, mais une fois apparue, quelque chose en moi s'est figé. Toute la famille y était, ma mère, Tyler, Nathalie et l'oncle Jacques debout devant un restaurant en bord de mer, tout sourire, verre de vin à la main. Tyler était au premier plan, tenant une clé de moto noire brillante dans une main et faisant un signe de paix de l'autre. Sa veste semblait neuve. Sa montre aussi. La légende disait, on célèbre le rêveur. Il avait enfin son moment. Je l'ai regardé comme une énigme que je n'arrivais pas à résoudre. Personne n'avait parlé de plan. Personne n'avait mentionné une sortie ce soir-là. Et surtout, personne n'avait dit un mot à propos d'une nouvelle moto pour Tyler achetée en partie avec mon apport, quelques semaines plus tôt. Puis j'ai vu l'horodatage. Le message de ma mère, celui qui disait « Tu n'es pas vraiment une priorité en ce moment » avait été envoyé 1 heure avant que cette photo soit prise. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient fait un choix. Non seulement ils ne sont pas venus fêter ma promotion, ils ont organisé leur propre fête pour mon frère, avec l'argent que je leur avais donné, et sans même prendre la peine de mentir. Ce genre de clarté, ce n'est pas un feu qui l'apporte. C'est le silence. Un silence si tranchant qu'il découpe toutes les excuses que tu as fabriquées pour ceux qui étaient censés t'aimer. Tyler n'avait pas mérité ce moment. Il l'avait absorbé. Et moi, je l'avais payé. Littéralement. Il l'appelait le rêveur, celui qui avait du potentiel. Moi, j'étais juste le filet de sécurité, celle qui rattrape tout le monde, celle qu'on ne regarde que quand elle lâche enfin la corde. Je n'ai pas pleuré, ce soir-là. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté mon téléphone, je n'ai répondu à personne. Je me suis simplement levée, j'ai enlevé mes talons, et je suis allée dans la cuisine. J'ai versé un autre verre de vin. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai retrouvé un tableau Excel que je n'avais pas touché depuis des mois. Il s'intitulait « Soutien familial privé ne pas supprimer ». Chaque onglet portait un nom. Chaque ligne, une date. Paiement de loyer. Transfert pour les factures. Réparation urgente de voiture. Courses. Cadeau de Noël. Préco-signé. Tout était codé par couleur selon le destinataire. En arrivant en bas du dernier onglet, le total affiché était 82 410 $ et 37 cents. C'est ce que j'avais donné en silence, régulièrement pendant 5 ans. Il y a quelque chose de brutal dans le fait de voir ton amour mis en colonne. Ce n'est pas une question d'argent. Pas vraiment. C'est une question d'énergie. D'espace mental. De cette présomption implicite que tu vas gérer. Et je l'avais fait. À chaque fois. Jusqu'à maintenant. J'ai ouvert mon appli bancaire. Me suis connecté au compte hypothécaire commun, celui que ma mère m'avait demandé d'aider à payer temporairement, après le décès de mon père. Le paiement devait être effectué dans 6 jours,
$1830. Le prélèvement automatique était encore activé, tiré de mon compte chaque 10 du mois. Sans hésiter, j'ai cliqué sur annuler le prélèvement automatique. Aucun message d'avertissement. Aucune fenêtre culpabilisante du genre êtes-vous sûr, Juste une petite coche verte. Terminé. J'ai regardé l'écran un long moment, puis j'ai pris mes clés. La nuit était froide, nette, silencieuse. Une de ces nuits où le monde semble en pause, rien que pour toi. En arrivant chez ma mère, les lumières étaient éteintes. Je n'ai pas sonné. Je n'ai pas attendu. J'ai sorti un post-it de mon sac, j'ai écrit 5 mots et je l'ai collé sur la porte d'entrée. Qu'il s'en occupe maintenant. En dessous, j'ai ajouté, en plus petit. Tu m'as appris à prendre soin des autres. Tu ne m'as jamais appris à prendre soin de moi. Puis je me suis retournée, j'ai regagné ma voiture et je suis rentrée chez moi. Pas de musique. Pas de larmes. Juste le doux ronronnement du moteur et le battement net et régulier de mon propre cœur. Certaines personnes annoncent leurs limites avec des discours. Moi, je les ai posées avec le silence et un post-it. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 42 appels manqués. 17 de ma mère. 9 de Tyler. Quelques-uns de Nathalie. Un de l'oncle Jacques. Le reste, des numéros inconnus. Je n'ai pas cherché à savoir. Je n'ai répondu à aucun appel, mais j'ai écouté les messages vocaux. Le premier venait de ma mère. Sa voix était tendue, affolée, comme quelqu'un qui essaie de rester calme mais qui s'effondre entre les syllabes. « Massy, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai reçu un appel de la banque ce matin. Ils disent que le paiement de l'hypothèque n'est pas passé. Tu ne peux pas faire ça sans nous prévenir. Tyler va enfin bien. Tu vas tout gâcher. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. » J'ai repassé cette dernière phrase. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se comporte. Intéressant. Parce que j'aurais juré que le comportement d'une famille incluait aussi d'ignorer sa fille le soir le plus important de sa vie. Le deuxième message vocal venait de Tyler. Sa voix était sur la défensive, irritée, teintée de suffisance. Il ne tenta même pas de cacher son ton. Sérieusement ? Tu coupes les ponts comme ça, sans prévenir ? Tu fais flipper maman. On était en train de gérer les choses. Tu aurais au moins pu nous en parler avant. J'ai failli rire. Nous en parler ? Comme ils m'en ont parlé avant d'organiser un dîner de célébration auquel je n'étais pas invitée ? Le troisième message venait de Nathalie. Le pire de tout parce qu'elle ne tenta même pas de faire semblant. Ok. Waouh. Donc maintenant tu nous punis tous pour un dîner ? Grandis un peu, Massy. Tu fais toujours comme si tu étais une martyre. Comme si tu étais la seule à te donner du mal. Tyler aussi s'est battu. Il a enfin une victoire. Et tu arrives à tout ramener à toi. Cette phrase resta gravée en moi un dîner. Comme si tout se résumait à ça. Pas les années de travail invisible. Pas l'argent. Pas les anniversaires passés seuls. Pas le fait qu'ils ne m'ont jamais célébré, alors qu'ils se célébraient toujours avec mon argent. Non, pour Nathalie, ce n'était qu'un dîner. Je me suis assise sur mon canapé, le téléphone en main, faisant défiler les appels manqués comme s'ils étaient les pièces d'un puzzle qui ne formerait jamais d'excuses. Personne n'a dit pardon. Personne n'a demandé si j'allais bien. Ils se souciaient seulement du fait que quelque chose ne fonctionnait plus moi. Il n'a jamais été question de ce que je leur donnais. Seulement de la manière discrète dont je le donnais. Le moment où je ne disais rien, j'étais utile. Le moment où j'ai dit non, je suis devenu le problème. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un message de Cam, ma colocataire de fac, la seule personne qui en savait plus sur ma famille que la plupart. Hey. Ma mère vient de me dire que ta mère l'a appelé. Elle a dit que tu étais en train de dérailler, que tu faisais une sorte de crise. Ça va ? Je suis restée figée quelques secondes, puis j'ai répondu. Non. Je ne déraille pas. Je suis enfin immobile. Cam n'a pas insisté, elle a juste répondu brièvement. Fière de toi. Vraiment. Et d'une certaine manière, ça m'a plus touchée que tout le reste ce jour-là. Parce que c'était la première fois que quelqu'un ne me demandait pas d'expliquer. De réparer. D'aller bien pour les autres. Quelqu'un m'a juste vu. Plus j'écoutais ces messages vocaux, plus c'était clair. Je n'avais pas déçu ma famille. J'avais simplement cessé d'être leur filet de sécurité. Et pour eux, ça, c'était impardonnable. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un de ma famille prenne mon parti. Alors,
Quand mon téléphone a sonné ce soir-là et que j'ai vu s'afficher le nom de l'oncle Jacques, j'ai presque ignoré l'appel. Mais il y avait toujours eu quelque chose de différent chez lui, plus calme, plus discret. Il ne parlait jamais beaucoup pendant les réunions de famille. Il ne se mêlait pas au drame. Il observait. Restait en retrait, comme moi. J'ai décroché. « Salut », ai-je dit, d'une voix posée. Il a marqué une pause, comme s'il ne savait pas par où commencer. « Massy », a-t-il dit enfin. « Et tu dois parler à ta mère. Elle est anéantie. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer. « C'est ce qu'elle t'a dit ?» ai-je demandé. « Que je suis le problème ?» Elle dit qu'elle ne savait pas à quel point tu te sentais exclu. J'ai laissé échapper un rire sec. Elle ne savait pas ? Elle m'a envoyé un texto, Jacques. Elle m'a dit que je n'étais pas une priorité. Mot pour mot. Il est resté silencieux. Et ce silence en disait plus que tout le reste. Je pense, a-t-il dit lentement, qu'au fond, elle a toujours pensé que tu t'en occuperais. Il n'y avait ni malveillance dans sa voix, ni défense. Juste de l'honnêteté. Tout le monde le pensait, ai-je dit. Ils ont toujours cru que je gérerais. Que je nettoierais derrière eux. Que je ne cesserais jamais d'être là. Il a expiré, longuement, avec une voix un peu rauque. Tu n'as jamais été la faible, a-t-il dit. Tu étais juste trop généreuse. Cette phrase, aussi simple soit-elle, m'est restée. Parce que c'était la première fois qu'un membre de ma famille reconnaissait la vérité sans la tordre. Et pour la première fois depuis que tout s'était effondré, je me suis sentie proche du soulagement. Pas parce que quelqu'un était enfin d'accord avec moi. Mais parce que quelqu'un m'avait enfin vu. Ça ne réparait rien. Mais ça m'a rappelé que je n'étais pas folle de m'éloigner. 3 jours après que j'ai annulé le paiement de l'hypothèque, ma mère s'est présentée chez moi. Elle n'avait pas appelé avant. Elle n'avait pas demandé si j'étais là. Elle est juste venue. Quand j'ai ouvert la porte, elle se tenait là, un sac en toile dans une main et une vieille photo dans l'autre. Je l'ai reconnue tout de suite. C'était moi, 6 ans, déguisée en tournesol pour la pièce de théâtre de maternelle. Elle avait toujours dit que c'était sa photo préférée de moi. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je me suis juste écartée. Elle est entrée lentement, comme si elle pénétrait dans la maison d'un étranger. Ses yeux ont parcouru la pièce, scannant les murs, les étagères, les meubles. Il n'y avait aucune photo de famille. Aucun souvenir encadré. Aucune trace d'elle. Tu as refait la déco, dit-elle doucement. J'ai enlevé ce qui n'avait pas sa place, ai-je répondu. Elle tressaillit, à peine, puis s'assit au bord du canapé, serrant plus fort la photo. On va perdre la maison, dit-elle. J'ai hoché la tête. Je m'en doutais. Sa voix se brisa. Tu peux arrêter ça. Un appel à la banque et... Non, ai-je coupé, catégorique. Elle cligna des yeux, comme si elle ne comprenait pas le mot. Non, répéta-t-elle. Je n'appellerai pas la banque. Je ne ferai pas le paiement. C'est fini. Son visage se durcit. Massy, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de famille. J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. Non, ai-je dit encore. C'est précisément une question d'argent. Parce que c'est tout ce que j'ai jamais été pour vous. Ce n'est pas juste. Tu m'as envoyé un texto, les jeux interrompus. Le soir de mon dîner de promotion. Pour me dire que je n'étais pas une priorité pendant que vous fêtiez Tyler avec la moto que j'ai partiellement payée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme si elle allait se justifier. Mais aucun mot n'est sorti. Tu n'as même pas fait semblant d'avoir des remords, ai-je dit. Tu n'as pas dit pardon. Tu ne t'es pas inquiété de savoir si je suis rentrée en sécurité. Tu as attendu que l'hypothèque soit refusée pour t'en soucier. Elle baissa les yeux vers la photo posée sur ses genoux. Je ne réalisais pas tout ce que tu couvrais, murmura-t-elle. C'est ça le problème, dis-je. Tu ne voulais pas le réaliser. Tu voulais que je continue à le faire silencieusement pour ne pas avoir à y penser. Elle secoua la tête. Tyler n'est pas comme toi. Il a besoin de plus d'aide. Non, répondis-je calmement mais fermement. Il a besoin de conséquences. Elle leva les yeux, la vitreuse. C'est ton frère. Et moi, je suis ta fille. Silence. Je ne voulais pas croire que tu allais juste partir, dit-elle. Je ne suis pas partie, répondis-je. J'ai arrêté d'être utilisée. Ses mains se serrèrent davantage sur les bords de la photo.
Je pouvais voir qu'elle cherchait quelque chose, une vieille tactique qui fonctionnait autrefois. La culpabilité. La tristesse. La diversion. Rien de tout ça n'a pris cette fois. Que sommes-nous censés faire, demanda-t-elle. Je ne sais pas, répondis-je. Et débrouille-toi. Comme je l'ai fait. Comme font les adultes. Elle me fixa longtemps. Et à cet instant, je ne vis pas une mère. Je vis une femme. Une femme qui s'était reposée si longtemps sur la force de sa fille qu'elle avait oublié qu'elle devait être forte aussi. Finalement, elle se leva. Lissa sa chemise. Prend son sac. À la porte, elle se retourna une dernière fois. C'est vraiment la fin, demanda-t-elle. Je ne répondis pas tout de suite. Je pensais aux anniversaires passés seuls. Aux appels qui ne venaient que lorsqu'il y avait un problème. Au cycle sans fin de donner sans être vu. C'est la fin de mon mensonge, de faire semblant que c'était de l'amour, dis-je doucement. Elle ne protesta pas. Elle hocha simplement la tête, ouvrit la porte, et sortit. La porte ne claqua pas. Pas de cri. Pas de conclusion. Juste le silence. Et pour une fois, ce silence ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Le lendemain matin après son départ, je vérifiai le compte commun du prêt hypothécaire. Aucun paiement n'avait été fait. Personne n'avait même essayé. Ils attendaient que je cède. Que je sois la personne raisonnable. Comme toujours. À midi, le groupe de discussion s'emballa. Nathalie le renomma 3 fois en 1 heure. Crise hypothécaire d'urgence. Discussion d'unité familiale. Le dernier était accompagné d'un cœur brisé et d'une main qui fait signe. Je l'ai mis en sourdine. Je n'ai même pas ouvert les messages sauf une fois. Juste pour lire un texto de l'oncle Jacques. Il disait. Je les ai prévenus que ça arriverait. Tu n'as jamais été la faible. Juste trop généreuse. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai sauvegardée. Parce que quand on doute de sa valeur pendant des années, parfois une simple phrase de clarté peut ressembler à une armure. 2 jours plus tard, la banque appela. Une femme demanda à me parler, prononça mon nom avec un léger accent, puis se racla la gorge. Et nous avons remarqué que les 2 derniers paiements hypothécaires n'ont pas été traités. Y a-t-il une raison à cette interruption? Je répondis calmement. Je ne suis pas la personne responsable. Je me suis retirée du titre il y a 3 ans. J'aidais volontairement. Elle fit une pause. Je comprends. Mais la propriétaire vous avait listé comme contact financier. Elle disait que vous vous en occupiez toujours. Bien sûr qu'elle l'a dit. C'était le plan, non? Ne rien dire. Ne rien faire. Attendre que le filet la rattrape encore. J'ai bien peur que ce ne soit plus le cas, dis-je. Il y eut une autre pause, plus longue cette fois. Puis elle me remercia poliment et raccrocha. Ce soir-là, Tyler est venu. Pas à ma porte, mais dans mon parking. Il gara sa moto noire brillante juste devant mon immeuble, comme une offrande de paix enveloppée d'un mauvais jugement. Il portait des lunettes de soleil à 18h, faisait les 100 pas à côté de sa moto, parlant fort au téléphone. Je ne suis pas descendu. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais le scénario par cœur. Panique. Culpabilisation. Distraction. Culpabilité. Répété. Cette fois, je suis resté en haut. Je l'ai regardé par la fenêtre, les bras croisés. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti aucune obligation d'aller réparer ça. Aucun désir d'adoucir le choc. Aucune impulsion à le protéger des conséquences de ses choix. Je suis juste restée là. Silencieuse. Immobilisée. Détachée. Il ne s'effondrait pas parce que j'avais cessé de m'en soucier. Il s'effondrait parce qu'il n'avait jamais appris à se tenir debout sans s'appuyer sur moi. Le lendemain était jour de paix. Pour la première fois depuis des années, mon compte ne montrait pas une énorme déduction pour couvrir le toit de quelqu'un d'autre. Pas de paiement hypothécaire. Pas de transfert d'urgence familiale. Pas de saignée silencieuse de mon solde pendant que je faisais semblant que ça ne faisait pas mal. C'était juste à moi. Le chiffre était là, à l'écran entier et intact. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais stable. J'ai fait du café. Du vrai café. Pas ce café instantané que je buvais avant pour économiser de l'argent. Je me suis assise sur mon balcon, le soleil caressant mes genoux, et j'ai regardé les mêmes voisins promener les mêmes chiens sous les mêmes arbres. Mais d'une manière ou d'une autre, tout semblait différent.
Pas parce que le monde avait changé. Parce que moi, j'avais changé. Cet après-midi-là, j'ai fermé complètement le compte commun hypothécaire. Supprimé les identifiants de connexion. Enlevé les rappels. Effacé le tableau Excel de mon bureau.